L'actualité soulève tant de questions. Le rouble s'est effondré au lendemain de l'invasion, mais a depuis regagné quasiment toute sa valeur. Comment Vladimir Poutine espère-t-il résister aux sanctions internationales? Sur quel atout peut compter la Russie pour mener cette bataille? La guerre russo-ukrainienne a un impact économique bien plus dévastateur que prévu, et c'est particulièrement le cas pour l'économie russe. Personne à Moscou n'imaginait que les choses iraient si mal en 2022. Ce qui a été annoncé comme une opération spéciale s'est transformé en une guerre intense et fastidieuse avec un coût énorme en termes de vie, d'équipement et en ressources. Une guerre qui a par ailleurs suscité l'émotion de la communauté internationale qui n'a pas tardé à réagir. Dans les semaines qui ont suivi l'invasion, la Russie fut isolée, son espace aérien fermé et ses avions interdits de survoler les autres territoires. Les entreprises étrangères ont fui le pays, le système financier a lourdement sanctionné la Russie tout en l'accablant d'un très grand nombre de sanctions commerciales. Rien qu'à Moscou, des dizaines de milliers d'emplois sont désormais menacés par le départ des multinationales. C'est le maire de la capitale russe qui le dit. Selon nos estimations, environ 200 000 personnes risquent de perdre leur emploi. Sergei Sobyanin, maire de Moscou. Les perspectives de l'économie russe se sont assombries. Les sanctions ont étouffé les importations. De nombreuses entreprises russes doivent réduire leur activité en raison du manque de matières premières ou de pièces détachées. Des centaines d'entreprises occidentales suspendent leur activité ou quittent le pays et des milliers de Russes perdent leurs emplois. L'économie russe est en train de vaciller. Selon la Banque centrale russe, le PIB va s'effondrer d'au moins 8% en 2022, une prévision que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement porte à 10%, la Banque mondiale à plus de 11% et l'Institut de la finance internationale à 15%. Nous parlons de la pire récession en Russie depuis le début des années 90 et il ne s'agit que des 12 premiers mois. À moyen et long terme, de nombreux analystes s'attendent à ce que les choses empirent. Les meilleures estimations suggèrent que l'économie russe va être réduite de moitié par rapport à ce qu'elle était avant l'invasion. Talib Singh, conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis. Il y aura moins d'investissements, moins de commerce international, moins d'intégration de la Russie dans les chaînes de valeur mondiales et le départ de nombreuses personnes de Russie signifie une croissance de la productivité plus faible à long terme. Vita Diafroksik, économiste en chef à la Bird. Quel est le plan de Vladimir Poutine pour résister aux sanctions internationales? Un nouveau tsar pour un empire en déclin. La chute de l'Union soviétique et la transition vers une économie de marché ont été traumatisantes pour la société russe. Une gestion économique lamentable, une corruption endémique, les caisses de l'État presque vides et une crise financière gigantesque ont fait des années 90 une décennie dramatique pour la Russie. Par exemple, entre 90 et 98, le PIB par habitant des Russes a chuté de plus de 40% alors qu'il était déjà très faible. C'est cette débâcle qui a façonné Vladimir Poutine. Il accède au pouvoir en 99 par intérim, puis est élu en 2000 en promettant de lancer des réformes pour moderniser le pays, à commencer bien sûr par l'économie. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Un homme de parole, je vous dis. Peu après son arrivée au pouvoir, son gouvernement a mis en œuvre le plan dit GREF, un plan conçu pour attirer les investissements étrangers. Le bilan était ma foi plutôt positif. Alors oui, la corruption est restée à un niveau très élevé, mais les choses du quotidien se sont nettement améliorées pour les Russes. La privatisation et la dérégulation des grands secteurs de l'économie visant à attirer les IDE ont mené à la création d'un impôt sur le revenu de 13%, un impôt forfaitaire qui a valu à Poutine quelques louanges de la communauté économique internationale. Ces réformes, associées à la hausse des prix du pétrole, ont fait grimper le revenu par habitant russe qui est passé de 2 000 $ annuels à un pic de 16 000 $ au début des années 2010. Ça s'est évidemment reflété sur la popularité de Vladimir Poutine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Russie. Mais derrière les apparences, la réalité est tout autre. C'est l'envolée du prix du pétrole entre 2002 et 2008 qui est derrière cette belle embellie économique. Les réformes, elles, ont vite atteint leurs limites. La corruption a continué à consolider ses appuis au sein du Kremlin et les réformes économiques si nécessaires n'ont tout simplement pas vu le jour pour certaines d'entre elles. Les soucis ont débuté lors de l'effondrement des prix du baril de pétrole en 2014, couplé aux sanctions consécutives à l'annexion de la Crimée par la Russie. On est revenu à la case départ, avec une différence non négligeable toutefois, les Russes sont globalement plus riches aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans. Plus de pouvoir d'achat, plus de patrimoine, plus de services publics, même si complètement dysfonctionnels. Mais ce qui a empiré, c'est la domination par les grandes entreprises d'État inefficaces et corrompues, d'où la nature des exportations russes quasiment que des matières premières. Cette corruption est devenue très apparente au sein de l'armée russe durant ses opérations spéciales en Ukraine. Une situation qui n'est pas prête de s'améliorer les prochaines années. Jusqu'à présent, Poutine a surtout réussi à maintenir les dépenses et la dette publique sous contrôle. C'est surtout l'invasion de la Crimée en 2014 qui a permis au Kremlin de comprendre l'importance d'assainir ses comptes publics et de disposer de réserves internationales conséquentes pour faire face aux sanctions internationales.
En fait, le gouvernement russe a élaboré depuis 2014 un plan de réponse en prévision des mauvais jours. Un plan dans lequel Elvira Nabiullina joue un rôle clé. Elvira est la stratège derrière la réponse russe aux sanctions économiques occidentales. Le bras droit de Poutine. La victoire face à l'Ukraine et la préservation de son économie. Voici les deux principaux objectifs du gouvernement russe. Elvira Nabiullina est la présidente de la Banque centrale russe et constitue l'atout clé de Poutine pour parvenir au second objectif. Pourtant, Nabiullina est issue des cercles plutôt libéraux et pro-démocratie, ce qui ne l'empêche pas d'être dépositaire de la confiance de Vladimir Poutine. Elle a d'abord occupé le poste de vice-ministre du développement économique et du commerce sous Eltsine, avant d'être promue ministre sous l'administration Poutine et celle de Medvedev, donc celle de Poutine. Elle a ensuite été la principale conseillère du président pour les affaires économiques et depuis 2013, elle est la présidente de la Banque centrale. Nabiullina contrôle donc tous les aspects de la vie économique de la Fédération russe. Les finances, la politique monétaire, les assurances, les fonds d'investissement, les banques, les réserves de change. Son objectif, stabiliser le rouble et lutter contre l'inflation. Elle y est parvenue en procédant à la fermeture de plus de 500 banques tout en rehaussant les taux d'intérêt et en limitant l'intervention de l'État dans la politique de taux de change en laissant flotter le rouble par rapport aux principales monnaies. Toutes ces mesures étaient destinées à favoriser l'intégration de la Russie dans le circuit économique international. Des mesures de libéralisation mais aussi de protectionnisme. Elle a encouragé la nationalisation de près de 70% du système bancaire russe qui n'était pas très rigoureux dans sa gestion. Aujourd'hui, les défis auxquels elle doit faire face sont tout autres. Pendant des années, la Banque centrale a fait tout ce qu'elle pouvait pour aider la Russie à s'intégrer davantage dans l'économie mondiale. Le 24 février, elle a dû faire le contraire. Andrei Movchon, ancien cadre d'une banque russe. Elle est à présent l'architecte derrière la réponse du Kremlin aux sanctions occidentales. Une architecte dont le mandat de présidente de la Banque centrale a été renouvelé une troisième fois. Pourtant, des rumeurs font état d'une tentative de démission durant le mois de mars 2022, mais qui aurait été refusée par Poutine. La contre-offensive économique du Kremlin. La réponse russe aux sanctions occidentales se divise entre les mesures à court terme et à long terme. Car oui, il est vraisemblable que les sanctions occidentales perdurent. Depuis 2014, le gouvernement russe ne cesse d'augmenter ses réserves étrangères, notamment le yuan chinois, mais aussi l'or, tout en les dissimulant loin des regards. La Banque centrale russe est soupçonnée d'avoir caché des dizaines de milliards de dollars sur des comptes offshore pour les placer hors de portée des sanctions occidentales. On estime ce montant à 80 milliards de dollars en titre de bons du trésor états-unien détenus par des sociétés basées aux îles Caïmans et même en Belgique. D'autres sources estiment que la Banque centrale russe a accumulé quelques 30 milliards de dollars en espèces qu'elle détiendrait dans ses coffres souterrains. Ces précautions ont permis au gouvernement russe de continuer à faire tourner le pays et son économie domestique en payant les importations en provenance de Chine, de l'Inde et de tout autre pays n'appliquant pas les sanctions internationales. Un autre exemple tout bête, c'est qu'ils peuvent racheter la dette extérieure pour une fraction de sa valeur. Puis, dès l'adoption des sanctions internationales, la Banque centrale russe a mis en œuvre un plan d'urgence pour rehausser les taux à 20%, fixé plus tard à 17%, tout en renforçant fortement le contrôle des capitaux. Ainsi, les retraits des comptes bancaires en devises étrangères ont été limités, une interdiction temporaire d'acheter des devises étrangères a été introduite et les entreprises exportatrices ont été forcées de rapatrier et de convertir en roubles au moins 80% de leurs revenus générés à l'étranger. Les investisseurs étrangers se sont vus interdire de liquider leurs actifs sur la bourse de Moscou ou de procéder à toute distribution anticipée de dividendes ou d'intérêts. Les récalcitrants s'exposent ainsi à une confiscation pure et simple s'ils cessent leurs activités. C'est pour cette raison que la famille Muliez, propriétaire des enseignes Auchan ou Decathlon, n'a pas arrêté ses opérations en Russie. Le 9 mars, le gouvernement a même supprimé la taxe sur l'achat de métaux précieux. Si les Russes souhaitent protéger leur épargne et ne font pas confiance au rouble, ils peuvent acheter de l'or aux guichets locaux plutôt que des dollars, des livres sterling ou des euros. Selon Sberbank, la demande d'or a quadruplé au cours des premières semaines de mars. L'objectif de toutes ces mesures était sinon de l'arrêter, de ralentir à tout prix la fuite des capitaux et l'effondrement du rouble, ce qu'Elvira Nabiullina a pour l'instant réussi à faire. Ce sont donc le contrôle des capitaux et la contraction des importations en provenance de l'Occident qui expliquent la remontada du rouble jusqu'à retrouver sa valeur d'avant l'invasion.
Le coût de ces mesures, en fait, le rouble est tout simplement devenu une monnaie inutile sur la scène internationale. Le ralentissement des importations réduit certes la demande de dollars, mais signifie aussi la disparition d'entreprises mises au chômage technique. C'est le miroir déformant du discours officiel versus l'économie domestique réelle. À l'époque de l'Union soviétique, le rouble ne valait pratiquement rien, mais son taux de change officiel était de 60 centimes de rouble pour 1 dollar. Mais les mesures dont on vous parlait tout à l'heure ont été prises dans l'urgence pour pallier les effets à court terme. Mais que prévoit la Russie si la situation s'éternise? Sa première annonce a été qu'à l'avenir, elle exigera le paiement de ses exportations de matières premières en roubles. La banque centrale a quant à elle fixé un prix d'achat pour l'or. À présent, 1 gramme d'or s'échange contre 5000 roubles. Quel intérêt? C'est tout con, mais comme ce n'est ni facile ni souhaitable pour les multinationales et les États étrangers de se procurer des roubles à l'heure actuelle, ils pourraient finir par régler les factures en or. Un or qui serait ensuite échangé contre des roubles au prix fixé par la banque centrale. D'ailleurs, la Russie a mis sa menace à exécution en annonçant l'arrêt des livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie, tous deux membres de l'UE et de l'OTAN. Un coup dur pour les deux pays, la Pologne dépend à 60% du gaz russe et la Bulgarie à 90%. Rappelons que les contrats ont été modifiés unilatéralement par Moscou. Il ne s'agit donc pas de revenir à l'étalon or, car la monnaie russe ne sera de toute façon pas convertible. C'est en fait un moyen de renforcer le rouble et d'augmenter les réserves d'or de la Russie. Mais plus important encore, c'est aussi une attaque directe sur le système du pétrodollar. L'achat de pétrole uniquement à partir de la monnaie états-unienne. C'est l'un des principaux atouts du dollar, mais qui est aujourd'hui en cours d'érosion, car la Chine s'y attaque avec le pétro-yuan. Mais le revers de la médaille, c'est que la Russie pourrait rencontrer beaucoup plus de difficultés pour écouler sa production de matières premières, tout en ayant du mal à se procurer elle-même des devises étrangères avec lesquelles échanger sur les marchés internationaux. Et puis, le Kremlin semble préparer une stratégie pour procéder au rachat des actifs russes détenus par des investisseurs étrangers avec une forte décote bien entendu. L'idée, faire émerger des champions nationaux, des corporations très puissantes comme Rosneft pour rivaliser avec les grands groupes étrangers. Certaines de ces entreprises envisagent d'être ensuite cotées sur des marchés offshore où elles pourraient lever des fonds auprès d'investisseurs de pays moins hostiles. On pense à la Chine ou aux pétromonarchies du Golfe, et ce, sans encourir de risque de sanctions. Le Kremlin a aussi annoncé qu'il renforcerait sa politique de substitution des importations en soutenant les entreprises nationales via des financements bon marché. Mais la Chine et l'Inde demeurent aux yeux de Moscou des bouées de sauvetage pour son économie au cas où les choses ne se déroulent pas comme prévu. Moscou sait par ailleurs que ses immenses réserves de matières premières atténuent considérablement la portée des sanctions internationales, surtout du fait de la dépendance énergétique des pays occidentaux vis-à-vis de la Russie. Poutine a donc décidé d'isoler son pays des économies occidentales tout en renforçant sa monnaie grâce à l'accumulation d'importantes réserves d'or. Moscou compte aussi entrer au capital de grandes entreprises russes. Elle espère peut-être de manière un peu trop optimiste que la Chine, l'Inde et d'autres pays non alignés sur les sanctions occidentales, l'Iran par exemple, viendront à sa rescousse en cas de tempête. Un plan plus facile à dire qu'à mettre en œuvre. Nous n'en ressentirons le véritable impact que lorsque les lignes de production s'arrêteront. La plupart de ce qui est produit en Russie dépend des composants fabriqués à l'ouest. Et donc, sans ces pièces, le travail s'arrêtera. Dans les usines automobiles, le forage offshore, l'aviation. Natalia Zubaverich, économiste russe. Ces dernières années, l'économie russe est en perte de vitesse. Le pic de 16 000 $ du revenu par habitant est tombé à environ 12 000 $ avant l'invasion de l'Ukraine. Le Covid y est pour beaucoup, mais n'explique pas tout. À présent, tout indique qu'il tombera bien en dessous des 10 000 $, soit une contraction de l'ordre de 50%. La population russe paiera très cher l'agression contre l'Ukraine dont elle n'est pas responsable. Surtout si les pays européens et leurs alliés parviennent à réduire leur dépendance au pétrole et au gaz russe. On pense à la hausse des taux d'intérêt, l'inflation, l'absence des biens de consommation importés, la menace de perte d'emploi pour ceux qui travaillent pour des entreprises étrangères ou mixtes. À tout ça, on peut ajouter l'impossibilité matérielle de voyager en Occident pour la classe moyenne, faute de devises et de transport aérien. Mais de leur côté, les pays occidentaux qui ont décrété les sanctions contre la Russie ne vont pas très bien non plus. Certains d'entre eux, l'Allemagne ou l'Italie, ne peuvent pas réduire à court terme leurs importations de gaz russe, ce qui vide les sanctions de leur substance. Les prévisions de croissance des économies occidentales se réduisent elles aussi de moitié. Le cours de nombreuses matières premières, pétrole, gaz, or, blé, s'envole. L'inflation ressurgit alors qu'on n'en parlait plus depuis 20 ans. Les taux d'intérêt remontent et les dettes publiques se sont considérablement alourdies du fait de la Covid. Si ce scénario venait à se produire, on pourrait craindre le pire pour l'économie russe. On assisterait alors à son second effondrement en l'espace de 30 ans. Est-ce que l'économie russe parviendra à contourner les sanctions occidentales? Je sais pas vous, mais de notre côté, on est bien incapable de faire des pronostics. Allez, spasiba et paka.